Bonjour et bienvenue sur Aki TV. Nouvelle édition des rencontres de Christophe. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu qui est ô combien symbolique à l'université Michel Montaigne de Bordeaux 3. C'est l'amphi 700, 700 places comme son nom l'indique, et une place occupée notamment par un de mes anciens élèves au parcours tout à fait exceptionnel, ce qui m'a donné l'envie de l'inviter aujourd'hui. Jean-Charles Domy, ancien élève du lycée viticole de Libourg-Montagne que j'avais eu en 2007, est aujourd'hui enseignant ici, en histoire, avec un parcours absolument exceptionnel que nous allons détailler pendant quelques minutes. Bonjour Jean-Charles, quel plaisir que de te recevoir. Bonjour Christophe, c'est un plaisir partagé depuis toutes ces années. Et de se retrouver ici, où nous sommes passés tous les deux. Qui aurait pu imaginer, quand je t'ai rencontré le 2 septembre 2007, que nous nous retrouverions face à face pour parler de ce parcours exceptionnel, de l'histoire, parce que nous avons cette passion commune qu'est l'histoire, mais très honnêtement, en 2007, ça ne se voyait pas trop à cette époque-là. Non, c'était pas encore exacerbé comme aujourd'hui, ça c'est sûr. À l'époque, j'étais plus dans la dynamique de faire des études scientifiques parce que vous connaissez la fameuse maxime « Qu'est-ce que tu veux faire en lettres ou en histoire ?» Maxime de la Rochefoucauld. Maxime de Madame Domy surtout, Madame Domy mère. D'accord. Et donc, tu ne savais pas trop ce que tu allais faire, si ce n'est qu'il fallait faire des études scientifiques puisque tu étais dans un bac S à l'époque. Et ce bac S que tu as eu sans trop de problèmes en 2010 t'a conduit effectivement vers des études scientifiques dans lesquelles tu t'emmerdais royalement, il faut dire les choses. Alors, des études scientifiques, une première partie avec un BTS analyse biologique qui était très concret. Là, ça allait, je m'embêtais pas parce que c'était surtout des travaux pratiques très concrets, on était dans la réalité. Et puis quand je suis parti après en licence de biologie à l'université ancienne Bordeaux 1, université de Bordeaux maintenant, là, par contre, oui, j'étais complètement perdu. C'était de l'abstrait, quoi, hein, une science abstraite. Pour moi, ça passait plus. Et c'est là que je suis revenu à mes premiers amours, à l'histoire. Surtout que c'était pas le début de l'amour avec l'histoire, vu qu'on en avait parlé déjà. Bien sûr. Voilà, vous aviez commencé à me préparer même au concours de Sciences Po à une époque. Absolument. On a fait 2 devoirs. On n'a jamais été au-delà. Voilà. Je crois que c'était l'année 1914 que je t'avais posé comme sujet. Exactement. Et le seul. Exactement. Mais il y avait un ferment déjà. Voilà. Alors c'est un grand-oncle qui t'a donné, je crois, cette passion de l'histoire. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce grand-oncle? Parce que c'était un autodidacte, si je ne m'abuse. C'était un autodidacte que mon oncle appelait la Guyenne profonde. Oui. C'est un homme qui était célibataire, j'étais son seul petit-neveu, il portait le béret et les galoches, et quand on rentrait dans sa cuisine, on faisait un bond dans le temps de 50 ans ou 60 ans, voire plus en arrière, et il était passionné par l'histoire. Tant et si bien que quand on se promenait, quand on se baladait, il avait toujours une anecdote. Voilà. C'est là que s'est marié Louis XIV. Tu te rappelles? Il disait comme ça, comme s'il avait vécu. Voilà. Il n'avait pas fait d'études, hein. Il avait le certificat d'études, tout à fait classique, mais il avait cette passion pour l'histoire et il savait la transmettre comme s'il l'avait vécu. Voilà, comme s'il avait vécu les événements dont il parlait, etc. Et c'est ça qui m'a passionné. Quand on faisait le jardin ensemble, on trouvait des sesterces romains. Ah oui. Tu m'avais raconté cette anecdote, effectivement. Le côté matériel de l'histoire. Tu es fils unique? Oui. C'est cela. Ta maman est à la tête d'une petite auto-école à la Lampe de Pomerol. Elle a une sacrée personnalité, hein, Madame Faucon-Domy, tout le monde la connaît dans le secteur. Elle-même est passionnée d'histoire ou pas plus que cela? Pas passionnée d'histoire, mais disons qu'elle s'est toujours intéressée un peu à tout. Et avec mon père, ils ont très bien su m'ouvrir à toutes sortes de choses. Elle à la culture, mon père plus à des choses très matérielles, mais lui aussi de son côté a su vraiment me tenir dans une sorte de bouillonnement de curiosité, toujours à me poser des questions. Et oui, ma mère m'a très tôt, vers 12-13 ans, j'ai eu la toccate des cathédrales à une période. D'accord. Et dans la journée, on partait le matin très tôt. Georges Duby, le temps des cathédrales. Et voilà, on partait le matin très tôt. Voilà. À l'époque, je ne connaissais pas Georges Duby. Hein, bien évidemment. sûr. Mais on partait le matin très tôt, on rentrait le soir très tard, mais dans la journée, on allait voir la cathédrale de Chartres, la cathédrale de Reims. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Alors, il y avait la cathédrale des mathématiques, et il y avait une dame qui s'appelait Véronique Léra. On la salue parce que je crois que c'était pas ta copine, et il me semble qu'elle te mettait des notes qui ne te convenaient pas. Alors, elle va m'en vouloir beaucoup quand elle va entendre cet excellente entretien. enseignante. Absolument. Excellente enseignante, et je suis plutôt fâché avec sa discipline qu'avec elle. Oui, que sympathique au demeurant, bien sûr. Bien sûr.
Alors ça se passait pas très bien en maths. Ah non, hein. pas du tout. Tu comprenais pas les maths. Ah, je ne suis pas du tout un matheux, je n'ai pas l'esprit, j'ai pas l'esprit logique, si vous voulez. Tu es un instinctif. Je suis un instinctif, voilà. Pour ça qu'on s'entend bien, je crois. À part sur la méthode historique, quand il s'agit d'écrire des dissertations, de faire des commentaires d'histoire, là, il y a une discipline, une logique à conserver, mais sinon, j'ai pas la logique qu'il faut pour être matheux. Moi, c'est pas... Tu n'es pas très ordonné aussi, parce que dans quelques instants, on va parler évidemment de cet extraordinaire accessit que fut l'agrégation d'histoire que tu as obtenu l'an dernier, ce qui est quand même assez rare lorsqu'on sort de l'enseignement agricole. Pas très ordonné, me disais-tu. Pas du tout. C'est comment ta chambre? Oh là là. Au grand désespoir de ton ancien copine. Il faut pas poser la question de ma chambre, surtout en ce moment. Où tu es redevenu célibataire. C'est un bazar pas possible, il y a des livres partout, enfin voilà. Mais mon bureau c'est pareil, hein. Mon bureau ressemble beaucoup à celui de Jacques Le Goff, justement, le grand médiéviste, on n'y voit rien, tout est l'un sur l'autre. Mais tu t'y reconnais. Voilà. Hein, oui, c'est un bazar voilà. ordonné. Un bazar ordonné. Voilà. Alors, parmi les grands hommes de l'histoire que tu apprécies plus que tout autre, je crois qu'il y a un homme qui s'appelle Colbert, hein, qui est l'homme du XVIIe siècle, l'éminence grise de Louis XIV, l'homme du centralisme, l'homme qui a également aménagé la façade portuaire française. Qu'est-ce qui te plaît dans cet homme-là, justement, qui sont pas très rigolos finalement? Alors, ah non, Colbert n'est pas pas du tout quelqu'un de très rigolo, Ouais. pas du tout. Même le contraire. Alors, il y en a deux, Colbert et Talleyrand, mais Colbert parce que, en fait, c'est d'un point de vue social. Colbert, il descend d'une famille de bourgeois de Reims, et puis qui ont acheté une charge, hein, un office, donc une fonction publique qui donnait la noblesse. Et ils sont devenus nobles comme ça. Et Colbert se situe dans cette lignée cette ascension sociale assez formidable qui pouvait exister sous l'Ancien Régime. Et c'est pour ça que c'est un homme qui me fascine. Tout le rôle qu'il a eu auprès de Louis XIV. Qui existait, mais qui était difficile. J'en parlais hier avec Qui Jeff. était C'était difficile. pas simple de Ah sortir de son état bien lorsqu'on était sûr, au bien XVIIIe sûr. siècle. Les charges publiques étaient anoblissantes. Ouais. Ce qu'on appelait la vénalité des offices, le fait de pouvoir acheter une charge publique. Mais bien sûr, ça coûtait extrêmement cher. Donc, ce n'est pas tout le monde qui avait accès à ça, évidemment. Mais Colbert, oui, est un personnage fascinant parce qu'il est vraiment la fructification de cette ascension sociale. Le premier, et il fonde sa lignée des Colbert, c'est une lignée ministérielle, comme on appelle, hein, jusqu'à Louis XV, etc., avec Colbert de Torcy, voilà, tous ses descendants. Talleyrand du Périgord, maintenant, ça c'est un homme extraordinaire, hein, parce que je crois qu'il a connu l'Ancien Régime, il a survécu Exactement. à la Révolution, il a connu le gouvernement napoléonien, il a fait 3 ou 4 régimes différents dans une période qui est quand même extrêmement tourmentée. Il s'en sort, il n'y perd pas la tête, ce qui est quand même encore plus exceptionnel. Ça c'est bien, tu confirmes. Absolument. Alors Talleyrand, c'est peut-être celui... Et boiteux, je crois. Et boiteux, le diable boiteux. Absolument. C'est bien, ouais. lui, c'est peut-être celui qui me fascine le plus. Il a vraiment survolé tous les régimes. Et d'ailleurs, Louis XVIII lui posait la question. C'est plutôt Charles X, là j'ai un petit doute là. La Restauration. Voilà, de savoir, Ouais. mais comment vous avez pu survivre à 30 régimes qui, eux, sont morts? Voilà. Ouais. Et Talleyrand aurait répondu, c'est un malheur qui me poursuit et qui porte malheur à tous les gouvernements que j'approche. Voilà. Mais la réflexion est passionnante. Et Talleyrand, c'est un personnage qui était un ecclésiastique, il fallait quand même le savoir. C'est un évêque à l'origine, évêque d'Autun. Voilà. Et il avait un pied beau, c'est pour ça qu'on l'appelait le boiteux, le diable boiteux. Et pourtant, c'était l'aîné. C'était l'aîné, donc il aurait dû être, en théorie, destiné à la vocation militaire. Et ce pied beau a fait qu'on lui a préféré son frère cadet, Archambault, qui est devenu militaire et lui destiné plus à la voie religieuse. Et son oncle, qui était archevêque de Reims, lui a permis justement d'avoir une insertion par le haut du clergé. Il est devenu député aux États généraux, c'est un révolutionnaire, un homme libéral, cette fameuse noblesse éclairée des Lumières, et il va participer à la chute de l'Ancien Régime, et en même temps, il participe au retour des Bourbons après l'Empire. C'est un homme qui a connu 1000 vies et qui est passionnant. Tu es girondin. Bordeaux au XVIIIe siècle, c'était le premier port de France. C'était une ville très active. Il y avait un parlement. Il y a d'ailleurs une place du Parlement à Bordeaux. Est-ce que il y a un quartier de Bordeaux historique qui te plaît plus que les autres, a priori, comme ça? Là, justement, vous venez de le nommer, la place du Parlement. C'est celle que tu apprécies. C'est celle que j'apprécie en particulier. Celle où ont été tournés beaucoup de films, me semble-t-il, notamment Les Misérables en particulier. Cette ville de Bordeaux au XVIIIe siècle, elle s'ouvre au fleuve, elle s'ouvre avec des places, elle se couvre
Aussi, elle s'ouvre avec des grandes avenues. Je pense en particulier au Salé de Tourny. Absolument. C'est une ville que tu aimes visiter, dans laquelle tu aimes aller te promener. Est-ce que tu as des quartiers particuliers que j'aime d'autant plus me balader à Bordeaux que mes bons maîtres universitaires sont tous actuellement travaillent sur Bordeaux. Alors, qui sont-ils, parce qu'on les a pas cités? Mon directeur de thèse, évidemment, mon Oui. bon maître Michel Figeac, Oui. et en particulier une collègue Caroline Lemao, Oui. qui sont tous les deux, qui elle aussi était élève de Michel Figeac, qui est aujourd'hui maître de conférence habilité à diriger les recherches, et qui ont tous les deux travaillé, surtout Caroline Lemao, qui vient de diriger un livre très intéressant, Mémoire noire, l'histoire de l'esclavage, oui. évidemment. Éric sur Saugérard, Bordeaux. c'est lui qui avait fait ce Avant, travail. bien avant, oui, en amont. Bien Et là, oui, Caroline Lemao, Ouais. en dirigeant cet ouvrage avec tout un tas de contributeurs, rénove cette histoire de l'esclavage à Bordeaux. Voilà, Bordeaux, port négrier, mais replacé, recontextualisé finalement, par rapport à Nantes, qui était vraiment, lui, le premier port négrier français. Tu sais, on va être obligé de saluer un homme que j'ai eu comme enseignant, puisque moi aussi j'ai été étudiant ici, c'est Paul Butel. Et bien sûr. Évidemment, on peut pas parler de cette époque-là, de la flibuste. Eh On oui. parlait souvent des flibustiers des Antilles. Et c'est un homme, je crois, qui a formé toute une génération d'historiens que tu n'as pas connus, que moi j'ai bien connu, bien évidemment, mais qui nous a donné ce goût pour le XVIIIe siècle et pour l'époque moderne. Parce que l'époque Absolument. dont on parle, on peut le dire à nos téléspectateurs, c'est ce qu'on appelle l'époque moderne. C'est un faux avis, hein, parce que contemporaine, Exactement. c'est 19e, 20e, 21e, et l'époque moderne, c'est le 16e, le 17e et le 18e. On va faire un peu de pédagogie, si Voilà, tu veux bien. voilà. Ah, c'est normal. Donc on parlait de ce 18e siècle. Parle-moi un petit peu de ces travaux de recherche sur la famille La Rochefoucauld. Tu as été sur place. On rappelle que c'est en Charente, hein, c'est pas très loin d'Angoulême, c'est cela. C'est à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Angoulême, sur la route de Limoges. Sur la route de Limoges, vous avez ce magnifique château qui m'a toujours fasciné. J'ai de la famille en Charente. Et quand j'étais petit, de temps en temps, on se baladait, on allait voir le château de La Rochefoucauld. Et depuis tout petit, quand on est au pied, il est extrêmement massif, il est majestueux, il a quelque chose de très écrasant, presque d'inquiétant même, ce château. Et il y a très longtemps que je me suis intéressé donc à l'histoire du château, mais à l'histoire de la famille aussi. Et à la fin de la 3e année de licence, quand vient le moment de se décider est-ce que je vais en master recherche ou en master enseignement pour faire les concours directement, j'ai décidé d'aller en master recherche. Et là, je suis allé voir Michel Figeac, spécialiste de l'histoire de la noblesse. Et je lui ai posé la question s'il serait possible de faire un mémoire sur la famille de La Rochefoucauld. Et là, première chose que nous avons fait, c'est de voir s'il y avait évidemment des archives pour pouvoir travailler. Et il se trouve que au château de La Rochefoucauld, il y a les archives familiales, plus de 240 cartons d'archives, ce qui est énorme, c'est un fonds absolument original, des archives qui appartiennent encore à la famille. Auquel tu as eu accès sans voilà, problème. 1000 ans d'histoire. Ouais. 1000 ans d'histoire en Quel papier. boulot! T'as dû défricher, t'as dû passer des heures et des heures. Absolument. C'est pas forcément l'aspect le plus passionnant des recherches, ou au contraire pour toi c'est une passion? Ah, alors, pour un jeune étudiant en histoire qui sort de licence, qui a envie de se frotter à la recherche, se retrouver entre des murs multiséculaires, avec des papiers comme ça, qui portent parfois la signature du roi, c'est fabuleux. Kiffant, comme disent les Voilà, jeunes, c'est quoi. kiffant. Comme on dit. Voilà. C'est fabuleux, Ouais, c'est fabuleux. j'entends bien, Ça a j'entends quelque bien. chose de grand, ça a quelque chose de grand, et de pouvoir retracer, reconstruire, en déconstruisant, justement, ça qui est intéressant. Reconstruire en déconstruisant l'itinéraire d'un personnage, sa façon de se représenter, parce que c'est ça qui m'a intéressé, la façon de se représenter socialement. Alors cette thèse tu l'as faite, tu l'as Le présentée. mémoire. Ce mémoire, hein, c'est pas une thèse, c'est un mémoire que tu as fait, parce que la thèse c'est encore autre chose, Voilà. hein, c'est au-dessus. Ce mémoire tu l'as fait, tu l'as présenté publiquement. J'avais vu des Oui. photos de toi où tu présentais publiquement ce travail à des universitaires, j'imagine, et également à des gens qui pouvaient assister à cet exposé. C'est bien cela, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je l'ai présenté, oui, en février 2019 à Paris, parce que le duc que j'ai étudié, François XII de La Rochefoucauld-Liancourt, était le fondateur de l'école des arts et métiers Oui. actuelle, Oui. et le cofondateur de la Caisse d'épargne, première caisse d'épargne et de prévoyance de Paris. Et la Caisse d'épargne fêtait ses 200 ans en 2018. Et en 2018, je soutenais mon master. Et par le plus heureux des hasards, je suis entré en contact avec un des dirigeants de la Caisse d'épargne qui a dit « Mais on va faire quelque chose pour vous, cher monsieur Dauby ». Et ils ont publié mon mémoire de master. Alors, t'as l'air de faire croire qu'il y a beaucoup de hasard dans ta vie, et moi je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de hasard. Je crois qu'il y a du travail, il y a du talent,
Il y a ce qu'on appelle de l'opportunisme aussi, permets-moi de... Ce n'est pas pour moi Oui, un oui. défaut, c'est une qualité, l'opportunisme. Et en parlant d'opportunisme, tu t'es lancé dans ce concours extrêmement compliqué qui est l'agrégation, et tu l'as réussi avec un bonheur incroyable, parce que d'habitude, bon, c'est 4-5 ans, 4-5 tentatives. Toi, au bout de la deuxième tentative, tu réussis l'agrégation externe. Et ça, c'est quand même, pour nous, une fierté immense, nous qui venons, toi et moi, de l'enseignement agricole. Il y a très peu de lycéens qui ont obtenu l'agrégation externe d'histoire. Je crois que tu dois te situer sur les 20 dernières années, parmi 4 ou 5 d'entre eux, pas plus. Voilà, c'est une fierté immense. Parle-moi un petit peu de ce travail qui finalement a duré peu de temps, hein, 2 ans de préparation pour obtenir le concours, l'un des concours les plus célèbres et l'un des plus difficiles de France, il faut le dire. Alors ça a été une véritable épreuve. L'agrégation, je pense qu'il faut le dire, c'est une épreuve intellectuelle autant que physique. Alors il n'y a pas que l'agrégation, il y a le CAPES, j'ai eu le CAPES Oui, quand même. Mais le CAPES, ça a dû être une formalité pour toi, j'imagine. J'ai été mieux classé à l'agrégation qu'au CAPES. Oui. Parce que je me suis plus, intellectuellement, je me suis plus formé pour l'agrégation que pour le CAPES. Donc le CAPES, à la limite, pour moi, a été plus difficile quelque part, même si les épreuves sont plus courtes, si c'est moins prenant, mais enfin. Oui, alors l'agrégation d'histoire, 4 épreuves de 7 heures à l'écrit, 3 épreuves de 6 heures à l'oral, et 2 années, une première au bout de laquelle j'étais admissible quand même, donc envoyé à Paris, puisque les écrits ont lieu à Bordeaux et les oraux à Paris, préparation à la Sorbonne et passage dans le grand lycée Louis-le-Grand, et ce qui est extrêmement intimidant évidemment, mais qui est très beau. Mais tellement valorisant. Mais tellement valorisant. Bien sûr. Mais ça a été très difficile. Ça a été très difficile. La première bien classé, année. Quel était ton classement à l'issue de ce concours? Il y a un classement. 34e. Ah, c'est 34e. 34e. Oui. Combien étiez-vous à être reçu cette 73. 73. 73, ça fait 3-4 ans qu'on est autour de 72-73, ça ne bouge plus. Voilà. Et évidemment, l'agrégation te permet d'être ici, parce que sans l'agrégation, tu ne serais pas chargé de TD, ce que tu es aujourd'hui, on est bien d'accord, à Bordeaux 3. Alors, officiellement, non. Non, mais officieusement, oui. L'agrégation est un critère qui est conservé dans certaines disciplines comme critère sélectif pour départager. Voilà. On l'assimile à une capacité de travail, à une capacité intellectuelle. Bon, en histoire, c'est très vrai. Là, ma thèse, je peux la faire grâce au contrat doctoral officiellement. Voilà. C'est encore autre chose. Jean-Charles, on arrive au moment de l'interview où tu vas être obligé de t'engager un petit peu sur l'actualité, parce que je t'avais dit que, bien sûr, nous parlerions de ton passé d'historien, de ce que tu as fait ici, très succinctement, mais bien sûr, tu portes un regard sur l'actualité. Alors d'abord, ton regard sur l'école. Moi, à titre personnel, je vais sortir un ouvrage dans 3 semaines où je ne suis pas toujours tendre avec l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'en penses-tu de cette école? Est-ce qu'elle pourrait être différente? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont gêné dans cette école? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir autrement? Est-ce possible de réformer l'école? Alors, beaucoup s'y sont cassés les dents. Beaucoup s'y sont cassés les dents. Je m'intéressais justement, il n'y a pas si longtemps que ça, à Jean-Pierre Chevènement, quand il était ministre de l'Éducation nationale, qui s'est cassé les dents en tant qu'homme de gauche sur des valeurs qu'on lui prêtait de nationaliste. Enfin bon, voilà, on l'a assimilé. L'école. Moi, j'ai une question toute simple à te poser. René Haby, c'était un homme de droite. Oui. C'est lui qui a inventé le collège unique en 1972. Oui. Que penses-tu du collège unique? Est-ce que c'est un mal nécessaire ou est-ce que c'est un mal qu'on devrait réformer? Moi, je pense que c'est un mal nécessaire, le collège unique. Moi, je me retrouve dans beaucoup de choses au collège unique, par rapport au collège unique, parce que je pense que c'est une première transition, une phase transitoire. Tu le maintiendrais? Moi, je le maintiendrais, le collège unique. Tu as entendu beaucoup de gens qui souhaiteraient ne pas le maintenir. Moi, ce que je changerais, c'est plutôt des choses de fond, globalement, sur toute la scolarité. C'est-à-dire, donne-moi un exemple précis, parce qu'on n'a pas trop le temps. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à trop axer sur l'individu, à être trop individualiste. Voilà. Et est-ce que c'est pas lié à la personnalité des Français, à l'école telle qu'elle est, où l'individu est peut-être plus important que le collectif? Oui, mais oui, il y a de ça. Mais justement, le collectif aujourd'hui, il faut le remettre au centre. Il faut le remettre au centre. Et l'école est le ferment de ce qui se passe dans la société. Ça, on peut pas dire le contraire. Et on voit qu'aujourd'hui, les Français ne vivent plus ensemble. De plus en plus, mais vivent les uns à côté des autres, séparés par des téléphones sur lesquels ils sont constamment. Je suis le premier à le faire, hein. Voilà. Mais je porte quand même la critique là-dessus. Et les jeunes sont
sont les porteurs de ça, puisqu'ils sont l'avenir de la société. Or, si l'école ne leur permet pas de reprendre pied, de reprendre contact avec le collectif, avec le côté bien général, voilà, bien commun, comment on peut bâtir la société de demain? Alors, qu'est-ce que tu penses de cet appauvrissement des connaissances, de l'orthographe qui est de plus en plus catastrophique, même si toi t'es passé au travers de tout cela, et globalement, il faut bien le dire, d'un bac qu'on est en train de galvauder de plus en plus avec la réforme récente. Quel est ton avis là-dessus? Alors, Sur le bac, très concrètement. sur le bac, j'ai un regard un peu partagé parce que j'ai pas encore eu l'occasion. Bon, j'ai fait mon année de stage d'agrégation l'année dernière, mais Tu as été en contact. Voilà, avec j'ai les été en lycéens. contact pendant Bien un sûr, an avec au des lycée lycéens, Les Iris. au lycée Les Iris à Voilà. Lormont, que je Oui. salue d'ailleurs au passage. Oui, Effectivement, sur l'orthographe, sur la maîtrise du français, il y a quelque chose qui pêche, mais c'est parce que les dernières années donnent une autre orientation à la façon d'aborder les connaissances. On est plus sur la réflexion aujourd'hui que sur la maîtrise de choses très concrètes. c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qui serait, en fait, pas forcément facilement, mais qui est modifiable par la façon d'aborder les connaissances. Par contre, j'ai eu que des secondes l'année Oui. dernière. Pas forcément les classes les plus faciles. Pas forcément si la je classe peux en la plus juger, facile, mais j'avais beaucoup voilà. d'appréhension, je le reconnais, Ouais. hein, parce que c'est vrai que quand on sort du master et qu'on va vers les concours, on y va parce que souvent, bon, c'était mon cas, on regarde le supérieur. Oui. Voilà. Et le concours est la case obligatoire. Bon, donc on passe par la case concours, sauf que 15 jours avant la rentrée de septembre, on se dit, mais attends, dans 15 jours, je vais mettre les pieds. je vais avoir des élèves sous mon nez, qu'est-ce que je vais leur raconter et comment ça va se passer? Donc j'ai eu beaucoup d'appréhension et finalement, ça s'est très bien passé et je me suis moi-même réconcilié avec une jeunesse sur laquelle j'avais un regard très sombre. Parce que tu as Je été le reconnais. toi-même, tout simplement. Parce que j'ai eu l'occasion Oui. de te tester devant mes jeunes, devant mes élèves, et j'ai vu quel enseignant brillant tu deviendrais. Je l'ai senti de suite, les 20 minutes où tu es intervenu devant mes jeunes. Alors, je vais également, je voudrais avoir ta position vis-à-vis de cette crise sanitaire épouvantable que nous venons de connaître. Est-ce qu'elle a été pour toi synonyme de privation de liberté? Au contraire, tu penses que le gouvernement, sans faire de politique pour autant, et ça va être difficile de taper en touche, a pris les bonnes mesures? Est-ce que par exemple le conseil, je cherche le terme, c'est pas le conseil sanitaire, c'est Le conseil scientifique. le conseil scientifique, merci. Le conseil scientifique était-il obligatoire? Ou pouvait-on régler la crise sanitaire autrement? Alors, je vais faire une réponse très personnelle. Oui, mais c'est ce que j'attends. Moi, je ne me suis pas senti privé de mes libertés. À aucun moment. Mais c'est très personnel et je vais vous expliquer pourquoi. On vient de parler justement de ce sens du collectif et du bien commun. Et je le pousse à un point tel que pour moi, le conseil scientifique était non seulement nécessaire, mais que les mesures prises de confinement et de tout ce qu'on veut ensuite sur la vaccination, recherchent vraiment la protection du groupe. Voilà. Et je ne me suis d'autant plus pas senti coupé de mes libertés que le personnage que j'ai étudié dans mon mémoire de master et que je continue à étudier avec le reste de sa famille dans ma thèse, François de la Rochefoucauld-Liancourt, est l'introducteur en 1800 en France de la vaccine. Donc, je reconnais quelques incompréhensions par rapport au questionnement qu'on a pu avoir, parce que moi, personnellement, encore une fois, c'est vraiment très personnel. Je comprends très bien que beaucoup de personnes puissent voir dans les confinements, dans le port du masque obligatoire, dans le pass sanitaire surtout, des privations de liberté, je le comprends très bien. Voilà. Mais moi, je pense que d'abord, on doit se dire, il faut protéger le groupe. Et s'il y a une catégorie du groupe qui est plus menacée que d'autres par cette maladie, eh bien, il faut que toutes les autres catégories se soudent pour protéger celle qui est menacée. Voilà. C'est un instinct primaire, quelque part, très primaire, et assez peut-être même archaïque. Alors il y a beaucoup de crises dans cette période du moment, la crise sanitaire, on vient d'en parler, l'école, bien sûr, mais tu vas pas du tout échapper au phénomène Zemmour. Ah. Eh oui, tu vas être obligé de nous en parler. Comment Zemmour est-il possible? Tu me diras, comment Macron fut-il possible en 2017? Comment Zemmour est-il possible? Est-ce que c'est un homme instrumentalisé? Est-ce que c'est un homme qui révèle les fractures françaises? Je ne sais pas.
Je pose la question, quelle est ton appréciation? Alors, il y a un peu de tout ça, je pense. Les fractures françaises, vous savez, il y a eu plusieurs auteurs, donc le géographe Christophe Guilluy qui a écrit dessus, qui a été très contesté. Et finalement, je pense que Éric Zemmour et l'acheminement, non, c'est pas ce qu'il y aura après, mais enfin bon, est un point d'aboutissement de ce déracinement finalement politique, une catégorie politique assez hors sol aujourd'hui qu'on critique. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on se questionne à ce point-là sur l'ENA, sur toutes ces grandes écoles d'administration, etc. Ça vient pas de nulle part. Et Éric Zemmour se place dans ce questionnement. Alors avec son style à lui, alors que ça, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, c'est pas ça la question. C'est vraiment la question là, c'est le personnage. Éric Zemmour en fait ne s'appartient pas à lui-même quelque part. Je le crains, oui. Voilà. Il ne s'appartient plus. Il ne s'appartient plus à lui-même. Ouais. Il est la construction d'un courant. Ouais. Voilà. D'un courant qui ne supporte plus ces hommes politiques très déracinés et surtout depuis l'ère Macron. Alors, je ne fais pas de politique, je ne critique pas, j'observe. On a vu beaucoup de députés, de nouveaux députés dans la nouvelle Assemblée nationale en 2017 qui arrivaient de la société civile et donc sur lesquels on aurait pu fonder finalement des espoirs, une forme d'espérance, de retour à, voilà, c'est des gens qui ne sont pas des politiques. Et finalement, si on fait le bilan aujourd'hui, ils paraissent peut-être plus déconnectés que les hommes politiques d'avant. Quel paradoxe. Et ça exacerbe encore ce sentiment de déracinement et d'abandon, je pense. Jean-Charles, Monsieur le professeur est arrivé. Monsieur le professeur est un rêveur. Tu te souviens de cette chanson? Le professeur est un rêveur, il ne faut pas le déranger. Tu as parlé du duc de Liancourt. Je crois que c'est lui qui avait dit « Sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. » Eh bien, en t'écoutant, on a fait la révolution de l'enseignement, la révolution de la politique, la révolution de l'histoire, et on a eu un immense plaisir à te recevoir dans ce lieu dont nous disions tout à l'heure qu'il était symbolique. On entendait le brouhaha des étudiants qui attendent le cours qui va démarrer dans quelques instants. C'était une nouvelle édition des Rencontres de Christophe avec Jean-Charles Denis. Il était vraiment primordial pour moi de le recevoir. Si vous aimez l'histoire, vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qu'il nous a raconté sur le XVIIIe siècle, sur ses passions, sur son parcours absolument exceptionnel, sur l'enfant de l'enseignement agricole qu'il est, dont nous sommes tellement fiers. Les amis, à très bientôt, à une nouvelle rencontre très prochainement. Au revoir et merci beaucoup. Merci.